Et on est en direct. Bonsoir. On se retrouve pour le deuxième live de la soirée. Donc cette fois-ci, nous sommes avec Maurice. Bon, malheureusement, il a un mauvais ciel. Donc je vais le laisser expliquer un petit peu la situation. Mais voilà, on va pas pouvoir faire d'observation en live, en tout cas, avec cela ici, pour cette horaire-là. Donc bonsoir Maurice. Oui, bonsoir. Bon, ben écoutez, je m'appelle Maurice. Moi, j'habite dans une région qui s'appelle le Pilat. Je suis au sud de Lyon, donc à 45 km au sud de Lyon à peu près. Voilà, et ce soir, comme beaucoup de régions, on a été impacté par les orages. Donc les orages sont finis, mais le ciel est encore bien obscur avec les nuages. Et donc je pense qu'on ne verra pas grand-chose avec l'ivescope. Voilà. Par contre, je vais vous parler quand même un petit peu de ce que l'on fait avec l'ivescope. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions, interrogez-moi, pour avoir un retour d'expérience. Donc mon Livescope, je l'ai reçu en début d'année, donc on est au mois de juin, donc ça fait à peu près 5-6 mois que je l'ai. Bien évidemment, il y a eu beaucoup de périodes difficiles, mais j'ai pu quand même m'en servir de façon importante. Et je suis toujours scotché de voir les images que je récupère avec Livescope. Voilà. Pour démarrer, je vais résumer au niveau de son installation. Donc son installation, c'est on ne peut plus facile. Vous avez pratiquement 2 ou 3 réglages maximum à faire pour pouvoir être opérationnel et pouvoir voir le ciel immédiatement. Donc en fait, quand on fait une soirée nuit des étoiles entre guillemets, avec les copains et avec du public, on évite mise en place. Ça, c'est quand même un point fort. Bon, l'autre point fort, c'est quand même les images qu'on récupère, parce que quand on a je vous ai pas dit, mais je fais partie d'un petit club d'astronomie, on n'est pas très nombreux, on est une dizaine de personnes dans le club, et on a chacun un instrument, donc ça va d'une lunette avec un miroir à 100, un Dobson en 250, et puis un Dobson en 400. Voilà. Donc, bien évidemment... Vous pourriez peut-être donner le nom de votre club? Oui, c'est ASNA 07. ASNA, c'est le club d'astronomie du Nord Ardèche, c'est-à-dire qu'on est basé à Annonay. Donc on est encore un peu plus au sud de Lyon. Voilà. Et juste, on a une petite question. Est-ce que le ciel est meilleur qu'en Suisse? Malheureusement, non. Bon. Voilà. Écoutez, pour l'instant, on fera avec. On n'a pas le choix. Par contre, je vais vous montrer quand même quelques images qu'on fait avec l'Ivescope, si vous pouvez. Alors, je finis quand même. Donc, le deuxième point hyper fort, c'est les images que l'on récupère et rapidement, ce qui veut dire que quand vous avez du public, vous avez tout de suite les « Waouh, c'est magnifique !» Voilà. Et ça fait plaisir et ça fait chaud au cœur quand on fait une petite présentation dehors. Que dire de plus maintenant? Après, l'utilisation, moi je dis c'est l'astronomie un peu pour les feignants, parce que quand vous avez un télescope normal, digne de ce nom, d'abord il faut l'installer, ensuite il faut le régler, bien souvent il faut faire une collimation au niveau des miroirs, là je pense à notre 400, qui en pièces détachées, à chaque fois on le monte sur place, voilà, alors qu'avec l'ivescope vous le posez et vous fonctionnez. Donc, une fois que vous l'avez mis en place, c'est très simple, puisque vous avez toute une bibliothèque des objets que vous pouvez voir. Donc, l'ivescope, lui, il sait où il se trouve, puisqu'il dialogue avec votre téléphone, avec votre smartphone. Donc, il sait exactement où vous l'avez installé. Donc, une fois qu'il s'est positionné dans le ciel, après, il vous donne toute la bibliothèque des objets que vous pouvez voir à partir du point où il est installé. C'est même plus précis que ça, puisque vous pouvez, dans le logiciel, sur votre smartphone, lui définir la fenêtre sur laquelle vous pouvez observer. Parce que si vous êtes calé contre une maison, comme c'est souvent le cas chez moi quand je suis sur la terrasse, côté nord, je ne peux rien voir. Donc, en fait, vous lui donnez la fenêtre au niveau de l'azimut. Donc, vous voyez depuis le nord jusqu'au sud en passant par l'est. Il sait qu'il peut oublier tout ce qu'il y a derrière. Et donc, il vous donne que les objets que vous pouvez voir de là où vous l'avez installé. Et ensuite, vous allez choisir votre objet et vous allez tomber dessus automatiquement. Il ne reste plus qu'à attendre un petit peu, parce qu'il faut qu'il prenne un peu de lumière, qu'il capte un petit peu les choses, et ensuite, il va vous restituer une image. Donc, soit c'est une image en live, donc vous regardez dans l'oculaire, et vous voyez votre image, soit c'est une image comment on dit déjà? En augmenté, en vision augmentée. Vision amplifiée.
En vision amplifiée, voilà. Et auquel cas, vous avez un petit délai d'une dizaine, une vingtaine de secondes où vous attendez qu'en fait, il accumule suffisamment de lumière, et là, il vous redonne après l'image complète. Voilà. Et si vous voulez faire des photos, vous allez prendre le cliché de ce que vous voyez. Donc, vous voyez aussi bien au travers de l'oculaire qu'au travers de smartphone, et même vous pouvez partager votre connexion, et donc être plusieurs avec des smartphones pour voir la même image. Voilà, donc le fonctionnement, rien de plus simple. Ensuite, si vous voulez voir quelque chose qui n'est pas dans la bibliothèque, c'est aussi possible, puisque vous pouvez rentrer les coordonnées de l'objet en question, et là je vais faire référence par exemple à la comète Atlas, quand elle est passée. Il suffisait de récupérer les coordonnées de la comète qu'on avait sur Internet. Vous les rentrez directement sur votre smartphone et votre Ivescope va pouvoir voir votre comète. Ce qu'on a fait, donc c'était, je ne me rappelle plus, c'était février, mars, dans ces eaux-là. C'est ça. Voilà, donc fonctionnement tout à fait simple, facile, rapide pour observer des objets. Alors, il y a une autre particularité, je trouve, avec l'Ivescope qui est quand même intéressante, c'est le fait qu'on puisse observer et donc travailler en groupe. Alors, 2 exemples pour ça. Je reprends l'exemple de la comète. Donc, à l'initiative d'Unistellar, ils nous ont demandé un jour précis, à une heure précise, d'enregistrer en fait tout ce que l'image que l'on observait visait sur la comète. Voilà, donc on a été, je ne sais plus, une vingtaine, une quarantaine à répondre présent. Et ensuite, ce fichier, on l'a envoyé à Unistellar, qui ont pu travailler dessus, faire la somme de toutes ces photos, et on a donc eu un rendu de l'image de la comète, qui était encore beaucoup plus pertinente, avec des contrastes meilleurs. Voilà, donc on a eu le résultat quelques jours après. Et donc on a travaillé une vingtaine, je crois, pour Atlas, sur cette observation. Donc ça, c'est le premier cas. Et puis, il y a un deuxième cas qui est aussi intéressant. Donc moi, je l'ai fait 4 fois. Bon, sur les 4 fois, je me suis planté 3 fois. Mais ça, c'est pas bien grave. Il faut bien apprendre au début. C'est le suivi d'une occultation. Alors, une occultation, c'est quoi ? C'est vous pointez sur une étoile. Et puis, vous avez un beau caillou, un astéroïde, qui va passer entre l'étoile et la Terre. Et donc, qui va faire comme une éclipse, qui va occulter l'étoile. Donc l'idée, c'est de pouvoir enregistrer cette occultation et ensuite, pareil, envoyer le fichier d'enregistrement de cette occultation chez Unistellar. Et ensuite, ils vont pouvoir travailler avec des scientifiques pour comprendre un petit peu mieux l'astéroïde peut-être ou l'étoile qui est derrière. Voilà, donc dernièrement, on l'a fait il n'y a pas très longtemps, il y a 8-10 jours. On l'a fait avec un astéroïde qui faisait 500 km, je crois, de diamètre et qui devait occulter une étoile. Voilà, donc je trouve que c'est quand même intéressant pour nous, je dirais, entre guillemets, petits astronomes perdus dans notre campagne, de pouvoir travailler ensemble et sur des projets vus sur le plan international. Voilà un petit peu tout ce que l'on peut faire avec l'Ivescope aujourd'hui. Des questions là-dessus ? Non, il n'y a pas trop de questions. Ils sont surtout très intéressés pour voir les images que vous avez pu faire. Ah, d'accord. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui, toujours. Toujours, ouais. Magnifique. Bon, donc là, vous avez l'écran, en fait, de pilotage, on dirait, de l'Ivescope. Donc, vous avez le joystick qui permet de le tourner à droite, à haut, à gauche, voilà. Vous avez les 3 boutons sur la droite, un gros, un moyen, un petit et un moyen en dessous. Le moyen en dessous, c'est l'information. Le gros, c'est la vision amplifiée, si on veut voir un objet de façon amplifiée. Et puis, celui du milieu, c'est caler en fait l'Ivescope au démarrage pour qu'il se reconnaisse au niveau du ciel. Ensuite, vous avez les petits icônes en bas de l'écran. Donc, le deuxième, ça va être le choix de tous les objets visibles. D'accord ? Donc là, j'ai essayé de viser Arcturus, mais Nenni n'était pas là, était derrière les nuages. Voilà. Donc là, vous avez une vue de l'ensemble des objets visibles à partir du point où je suis et par rapport à la fenêtre dont j'ai paramétré. D'accord ? Donc ça marche pas aujourd'hui parce qu'il y a des nuages, c'était pas prévu. Le petit icône en haut à droite, celui-ci, voilà, vous donne le paramétrage de votre fenêtre en fait, de là où vous voulez voir au niveau altitude et azimut. Donc là, très facile à régler.
Voilà, alors les images, eh ben, vous avez tout ce que vous avez enregistré, parce que chaque fois que vous faites une vision amplifiée, vous avez la possibilité d'appuyer sur un bouton comme si vous preniez une photo. Donc ces photos sont dans votre bibliothèque. Là, ça va être le avant-dernière icône en bas. Voilà quelques images. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Tac, tac, tac. Allez, celle-ci. Est-ce que je peux l'avoir en grand, plus grand? Ouais, elle est plus grande. Ouais. Oui. En paysage, elle est beaucoup plus grande. Comme ça, Ouais, beaucoup plus grande super, pour vous. ouais. D'accord. Bon, vous reconnaissez M81. Hein, donc M81, on est dans la région de la Grande Ourse. D'accord. Hein, quand vous avez un télescope normal, on prend la diagonale, vous savez, de la casserole, et on va trouver M81, 82. Bien souvent, le 81 et 82, vous les voyez ensemble dans le champ de votre télescope. Et bien là, voilà, vous avez 80 toute seule sur l'ivéscope, et vous arrivez à deviner les deux bras de la galaxie, avec son noyau qui est hyper brillant. Voilà, bah, quand on voit ça, déjà, on est content d'avoir un ivéscope, tout simplement. Et ça, on voit, vous avez passé 116... On voit en fait le temps de pause sur chaque objet. 116 secondes. Bon, ça après, c'est au choix. C'est-à-dire que c'est au moment où vous lancez la vision amplifiée, voilà, bah, vous lui laissez le temps. Si l'image n'est pas très nette, ben, vous attendez. C'est-à-dire plus vous allez attendre et plus l'image va se constituer. Excusez-moi, je suis au bord d'une route. On attend que ça passe, c'est bon, c'est passé. Il y a une question, oui. Il y a une question, est-ce que ça a été pris en ville parce qu'il y a de la luminosité? Non, là ça n'a pas été pris en ville. Je suis à la campagne, alors il y a toujours un peu de pollution lumineuse malgré tout, parce que je suis sur une montagne qui donne sur la vallée du Rhône, donc tout le couloir de la vallée du Rhône est assez lumineux. Non, je pense que la lumière que vous voyez autour, c'est du fait du réglage de l'ivéscope. C'est-à-dire que vous pouvez jouer, et d'abord, et sur le temps d'acquisition, c'est-à-dire plus vous avez un temps long d'acquisition et plus vous allez prendre de la lumière, et puis vous avez l'ajustement du gain. Donc bon, il faut faire un équilibrage entre les deux pour avoir l'image que vous souhaitez avec plus ou moins de contraste, et donc plus ou moins de lumière autour. Mais là, ce qu'on voit, c'est pas forcément de la pollution lumineuse. C'est mes réglages qui font ça. Okay. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Celle-ci, tout le monde l'aime. Ah. Voilà. Alors, attendez voir. Alors, non. M51. Vous la voyez un peu grosse, là? Oui, ouais, là on la voit super. Voilà. Donc sur M51, c'est vrai que moi je l'ai vu plusieurs fois. Enfin, la première fois que je l'ai vu, c'était avec Victoria sur le lac de Devesey en haut d'Ardèche, là-bas, pour une belle démonstration. Je n'avais pas encore mon ivéscope, mais franchement, on a eu une image magnifique d'M51. Je pense que les miennes sont moins bonnes, tout simplement parce que je suis encore pas au top pour les réglages. Non, elle est quand même vachement bien, celle-ci. Quand même. Mais c'est déjà pas mal. Ah oui. Franchement, on peut s'en contenter, je pense. Alors, il est très important d'avoir... Il y a deux réglages importants quand même sur l'ivéscope. C'est la netteté. C'est-à-dire quand vous démarrez votre ivéscope, vous avez un réglage qui se fait à l'arrière du tube, on va dire. Et là, il faut vraiment le faire tout le temps pour s'assurer que vous ayez une bonne netteté. Donc, en fait, quand vous installez votre ivéscope, vous allez pointer une étoile qui brille relativement bien, comme Vega, par exemple. Et il faut qu'au niveau de diffraction des lumières, ça soit nickel, que vous n'ayez pas des diffractions doubles ou triples sur l'étoile. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Et puis après, vous avez la collimation, mais ça en fait, ça bouge nettement, moins. Donc, en principe, celle-ci, on n'y touche pas trop souvent. Voilà, donc M51, c'est pas mal. Ouais, vraiment pas mal du tout. Et donc là, il y avait 2 minutes de pause pour cet objet. D'accord. De ce que j'ai vu. Alors, celle-ci. Voilà, celle-ci, je l'ai fait il y a un peu plus longtemps, parce que c'est M42. Donc, M42, c'est la nébuleuse d'Orion, que l'on voit en hiver. Donc, maintenant, on ne la voit plus. Voilà, ça fait plaisir quand on voit ça. Ah oui, non, celle-ci, elle est vraiment magnifique. C'est magnifique, Ah oui. C'est magnifique. Voilà.
Donc ça, c'est pas mal aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous montrer? Un petit amas globulaire. Voilà, celui-là. Ça, c'est pas mal aussi. M13. Classique aussi, c'est celui avec lequel je commence à chaque fois. À chaque observation, je commence par celui-là. Ah, M13. Mon petit préféré. Ouais, il y en a plusieurs, hein, M13, M53, etc. Mais ouais, celui-là est pas mal. Bon, quand on a un télescope normal, bien souvent, les amas globulaires, c'est ce qu'on aime bien regarder, parce que ça, on les voit réellement, c'est en principe net, et sur l'ensemble de l'amas, on arrive à voir un certain nombre d'étoiles qu'on arrive à visualiser de façon ponctuelle. Hein. Mais là, c'est immédiat, quoi, pratiquement, hein, cette vision. Voilà. J'aimerais vous montrer parce que j'aime bien. Ah, ça, voilà. Ça, moi, j'avais jamais vu avec mon télescope normal. Hein. M97, nébuleuse. Alors ça, c'est pas évident. Hein. Cette nébuleuse qui est teintée verte, très, très ronde, hein, très diffuse, j'aurais presque envie de dire. C'est sûr qu'avec mon 250, ça, je suis jamais arrivé à voir. C'est un des points clés de l'héliscope pour voir des objets du ciel profond. Voilà, hein, et surtout peu lumineux finalement, puisqu'en fait, lui, il fait le travail. Hein, le peu de lumière qu'il récupère, ben, il l'accumule en fait. Et c'est grâce à cette accumulation de lumière qu'on peut avoir une image derrière. Hein. Alors je vais essayer de vous retrouver aussi une chose, parce que c'est celle que... Parce que Unistellar nous donne toujours des petits challenges, là, toutes les semaines. Là. Cette semaine, si j'ai bien compris, c'est M20. Alors M20, est-ce que ce serait pas ça par hasard? Non, ça c'est M16. Hop, ça y ressemble. M16. On va regarder ça là aussi. M16. Ouais, allez. On va passer celle-là. Donc là, vous avez... Voilà, hein, M16. Voilà, donc là, vous avez le beau nuage de gaz, un bel effet rouge. Je trouve que M20 est encore mieux, puisqu'en fait, vous en avez deux. Vous avez un beau nuage rouge et l'autre qui est juste au-dessus, qui est vert. On voit très bien les couleurs. Et là, on voit les parties sombres, hein, de poussière à l'intérieur. Hein. D'où son nom, l'aigle. Voilà. D'autres images. Tac, tac. Je regarde si je dois la voir. Il y a cet amas qui est pas mal. Moi, j'aime bien celui-là parce qu'au niveau teinte. Hein. Il y a un petit côté doré. Il y a un petit côté doré sur celui-là. Ouais. Hein. Ça, c'est M5. Okay. Ouais. Ouais, celui-là, il fait son effet aussi. Je cherche à voir si j'ai l'anneau de la lyre. Là, c'est le Diabolo, là. Hein, celui-ci. Cette nébuleuse en forme de Diabolo. Celle-ci aussi, c'est la classique. Ouais. Alors, un point dont j'ai pas parlé, voilà, ça c'est l'anneau de la lyre. Ah, voilà. Oui, il y a une chose dont j'ai pas parlé. Moi, j'ai eu le problème au tout début parce que c'était un des premiers qui est sorti, et puis bon, je suis arrivé, j'ai eu une première panne. Bon, Unistellar a claqué dans les doigts et j'ai eu ma petite carte qui fonctionnait plus. Donc ça, c'était vite réparé. Mais en fait, il faut de temps en temps faire ce qu'on appelle une dark frame. Hein. En fait, comme vous avez une acquisition, en fait, c'est électronique, et que votre fond d'écran doit être noir et noir. Donc, de temps en temps, vous avez des pixels
qui reste chaud. Donc sur vos images, vous allez voir des points bleus, des points rouges, des points verts qui vont rester actifs. Et en fait, c'est très facilement corrigé puisque dans le paramétrage de l'application, vous avez une option qui est prendre une dark frame. Donc vous bouchez votre tube, vous mettez votre rivescope dans le noir, vous faites une acquisition, et donc vous faites une acquisition. Excusez-moi, je m'arrête parce que là j'ai une voiture qui passe. Et donc voilà, donc de temps en temps vous faites ce qu'on appelle une dark frame, et comme ça vous améliorez en fait le contraste que vous avez sur vos images. Voilà, donc ça, l'anneau de la lyre, dans la constellation de la lyre, belle, avec de belles couleurs. Ouais. Voilà, des questions, des commentaires? Non, pas tant que ça. On a belle image et la classique en commentaire. Oui. Ah, il y a quelqu'un qui vient de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir. Donc je vous réexplique un petit peu la situation pour ce live. Vu Maurice a une mauvaise météo, il était en train de nous montrer un peu les images qu'il avait pu prendre quelques jours avant ou quelques mois avant. Donc voilà quelques jours. Ouais, il y a quelques jours, ouais. Donc voilà un peu la situation. Ouais, donc j'ai commencé tout à l'heure par M81. Bon, voilà sa voisine copine, M82, à côté, donc appelée la galaxie du cigare. Donc c'est F81, voilà, 82. Voilà. Et puis, si vous cherchez un objet, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je peux vous montrer ici sur le panneau de commande. Donc ici, vous avez votre écran qui vous donne en fait d'abord ce qui est recommandé, donc à l'instant T et au lieu où vous êtes, ce que la bibliothèque vous recommande, facile et intéressant à regarder. Aussi bien donc sur les galaxies, sur les nébuleuses, dans les constellations, voir des amas, voir les étoiles, voir les astéroïdes, voir les planètes. Bon, malgré tout, faut pas se le cacher, l'Ivescope n'est pas l'outil pour vraiment observer des planètes. Je me fais plus plaisir avec mon 250 qu'avec l'Ivescope sur Jupiter ou sur Saturne. Bon, malgré ça, il y a tellement tant de choses à voir dans le ciel profond qu'on va oublier ce détail-là. Oui. Ok. Et ensuite, donc en bas de l'écran, vous voyez, vous avez les commandes. Donc go to. Donc vous appuyez dessus, vous rentrez les coordonnées et vous allez voir n'importe quel objet du ciel à partir du moment où vous connaissez ces coordonnées. Donc quand vous avez le passage d'une comète, ce qui est le cas depuis quelque temps, là, on a 3-4 comètes qui viennent nous rendre visite. Vous allez sur le site internet, vous avez les caractéristiques de chaque comète et leur positionnement en temps réel. Vous prenez ces coordonnées, vous les mettez dans votre rivescope et vous tombez dessus. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Bon, faut-il encore qu'elle soit à une hauteur visible, parce que Swan, ça a été hyper compliqué pour l'avoir. Je suis pas arrivé. Elle était vraiment trop basse. Bon, ouais. Voilà. Par contre, Atlas, superbe. Alors, je crois qu'Atlas, je l'ai plus dans ma bibliothèque. C'est dommage. Mais dommage. Sinon, j'aurais pu vous la montrer. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Oui, bon, écoutez, on va finir le live sur cette note. Je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être. Non, il n'y a pas de questions. Non, il n'y a pas de questions. Pas tant que ça. Donc on va finir le live comme ça. Merci encore Maurice d'avoir été présent pour ce live, d'avoir accepté. Je suis désolé d'avoir eu un ciel obscur. Non, c'est pas votre faute, mais c'est vraiment dommage. On n'a pas le bouton pour pouvoir enlever les nuages encore. Non, donc, pas encore. On ne peut pas encore contrôler la météo. Ouais, c'est une prochaine option dans l'Ivescope. Oui, c'est ça. On va y penser. Donc bonne soirée à vous Maurice, bonne soirée à vous aux viewers, aux spectateurs. Et on se retrouve pour le prochain live dans 10 minutes avec Carlos, qui sera en Espagne. Et le live sera par contre en anglais. Anglais-espagnol. Bon, le ciel doit être meilleur en Espagne, on va imaginer. J'espère. Ok.
Ben, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci à Victoria. Bonne soirée. Et puis à une prochaine. À une prochaine. Au revoir. Au revoir.